Maïki offre des points à Toulouse, mais surtout aux autres concurrents pour la Ligue des Champions. Une concurrence qui est extrêmement serrée. Un classico qui va être déterminant et on en parle juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver encore une fois. Cette semaine de Ligue 1 va nous offrir une 26e journée qui va être épique, qui va être extrêmement attendue à tous les étages de ce championnat. Course à la Ligue des Champions, course au maintien comme d'habitude. Je suis avec Melvin, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler de Ligue 1 encore une fois avec toi. Comment il va? J'espère qu'il est chaud là. Petit week-end de classico sympathique. Bah, écoute, très bien, je suis très très impatient de parler de ces 2 courses qui sont totalement différentes. La course au podium où tu es censé avoir des clubs qui gagnent des points et la course au maintien où, au contraire, j'ai l'impression que le classement est figé depuis au moins, la 5e journée, Ah oui, mais voilà, c'est un championnat passionnant, sur et en dehors des terrains et qu'on suit toujours avec autant d'excitation. je suis d'accord. Et on va afficher tout de suite ce classement. Mais d'abord aussi le programme de cette 26e journée qui est très alléchante avec en point d'orgue un classico, un match capital pour le maintien entre Montpellier et Saint-Etienne. Et on est surtout mercredi matin, enfin midi, fin de matinée, au moment où on tourne cette vidéo. Donc il y a eu le match du PSG en Ligue des Champions que j'ai analysé, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, j'en profite juste comme ça pour le caler, vous pouvez retrouver l'analyse complète. On fait une petite analyse avec des petits screens, avec des petits ronds tout moches, des triangles tout moches à base des pen. C'était un plaisir de faire ça, donc si vous voulez retrouver un peu plus d'analyse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on est parti pour cette semaine de Ligue 1. On va afficher le classement tout d'abord de cette Ligue 1, le point classement, le traditionnel. Le PSG est donc largement leader avec désormais beaucoup trop de points d'avance sur l'Olympique de Marseille pour pouvoir avoir quoi que ce soit au niveau suspense pour le championnat. Marseille est deuxième toujours avec 3 points d'avance sur Nice puisque Nice a calé contre Lyon et Marseille a calé contre Lens. On en reviendra un petit peu dessus. Montpellier est toujours lanterne rouge, Saint-Etienne est toujours 17ème. Le Havre est toujours barragiste, Reims n'avance toujours pas, et Nantes non plus. Voilà, il y a quand même, à partir du 14e, 5 victoires pour Nantes, 5 victoires pour Reims, 6 pour le Havre, 5 pour Saint-Etienne, 4 pour Montpellier. C'est une tristesse, 7 pour son maintien, mais bon, c'est pas grave, on y reviendra dessus. Et bien, on va tout de suite enchaîner. Premier match, tout de suite, ne perdons pas de temps. Le match de vendredi soir, Nice reçoit la JOCR. Nice qui a calé malheureusement contre Lyon. Ce week-end, ils avaient l'occasion de revenir à hauteur de l'Olympique de Marseille qui a eu un faux pas. Ils n'en ont pas profité de ça, les Niçois, avec cette défaite donc on a dit contre Lyon 2-0. Une défaite qui, c'est un peu dommage toujours cette alliance Riviera un peu vite quand même lors des matchs à domicile de Nice. Et face à eux, il y aura un AG Auxerre qui s'est relancé contre un Reims qui est affreux. Mais on en parlera plus tard du stade de Reims. Auxerre a enchaîné quand même 2 victoires en 3 matchs et 2 clean sheets en 3 matchs, je vous affiche, contre Marseille et contre Reims. Nice va devoir prendre des points, Melvin, pour assurer. Auxerre, bon, Auxerre, ils sont un peu dans le ventre mou et je pense qu'ils sont ils sont contents de là où ils sont. À dire. Oui, bah, côté niçois, cette défaite contre Lyon laisse un petit goût amer parce que pour moi, c'était des matchs, on va dire, bascule et celui-là était vraiment bascule pour permettre potentiellement à Nice, d'espérer, viser la place de dauphin. Alors est-ce que, Nice a on va dire, fera un beau dauphin? Pour moi, je ne pense pas par rapport, enfin, ils sont déjà très bien où ils sont, mais dire aujourd'hui que Nice, serait deuxième du championnat, j'y crois quand même moyen. Et contre Lyon, ils se sont fait tout simplement bousculer face à une belle animation lyonnaise qui les a pas mal bousculés et surtout une attaque qu'on n'a pas trop reconnue quand même, sur ce match. Je suis assez d'accord, il y a eu quelques difficultés. Bon, Nice contre Lyon cette saison, pardon, c'est défaite 4-1 à l'aller, défaite 2-0 au retour. Ça leur réussit pas beaucoup. Et même contre les adversaires finalement du top 6, ils perdent contre Lille. Ils font match nul à aller contre le LOSC. Là, ils vont jouer contre Monaco, il va falloir gagner aussi. Ils ont encore Paris à jouer. Il va falloir prendre des points contre les concurrents directs pour. Il y avait quand même un peu de mieux quand même. Oui, ah oui, ça je suis d'accord. Cette seconde partie de saison, ils avaient battu Lens, ils avaient battu Marseille et puis tu sentais quand même un jeu, on va dire, très aérien, mais là, sur les 2 derniers matchs, parce que la première mi-temps contre Saint-Étienne Ouais, était elle est vraiment pas pas bonne. belle non plus. Donc voilà, c'était 2 matchs assez compliqués et tu dans une fin de saison qui va quand même être assez costaud parce que tu as quand même, Monaco encore à jouer, le derby, tu as le PSG, tu vas avoir, Rennes qui est redevenu en tout cas un adversaire assez solide, Brest qui est un poil à gratter, Reims et Nantes qui jouent le maintien, tu pas un match où tu te dis, allez potentiellement contre Angers et Strasbourg et encore Strasbourg peut-être pour la course à l'Europe. Ouais. T'as pas un match où tu te dis que tu as un adversaire abordable. Donc la fin de saison est compliquée pour Nice. Après, aujourd'hui, si Nice est dans le top 4, ils signeront, mais dès demain, surtout par rapport à voilà, ce qu'on répète semaine après semaine.
l'absence de projet sportif, en tout cas de projet club, au sein de l'OGC Nice avec un Ineos qui les a totalement délaissés. Je suis tout à fait d'accord. Et peut-être l'adversaire qui a le moins à jouer de l'OGC Nice sur cette fin de saison, c'est la JOCR en fait, tout simplement. J'ai l'impression que c'est ce week-end. Je vais quand même mettre une petite victoire niçoise, tout de même. Malgré le faux pas de la semaine dernière contre Lyon. Je sais pas si tu suis toi sur cette victoire niçoise ou si tu vois la JOCR aller accrocher l'OGC Nice. Ah, moi, je les vois accrocher un match nul sur Nice, ce qui a été regrettable. C'est la première mi-temps contre Lyon où ils ont quand même pas mal d'occasions, mine Ouais. de rien. Et il y a un manque d'efficacité. Et je me dis, contre un adversaire comme Auxerre, qui est quand même assez bon en transition, qui peut faire mal à l'OGC Nice, ouais, je me dis qu'un petit match nul un partout, ça me semble très probable entre deux équipes. En tout cas, on devrait assister quand même à un beau spectacle du côté d'Allianz Riviera, qui ne sera déserte comme Mais malheureusement ouais. semaine après semaine. C'est quand même un peu triste. Le public niçois qui ne suit pas. Il y a des fidèles à Nice, mais ils sont pas forcément suivis. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même une belle saison Oui, niçoise. après, faut, voilà, par rapport au Stade du Ré qui était plus quand même dans la ville de Oui. Nice, là c'est un peu plus en périphérie. Et ben, mine de rien, ben, ça joue aussi un peu. C'est le problème de T'as ces stades peut-être modernes. Hein. un limite particulier. Ouais. C'est le problème de beaucoup de stades en France qui ont été construits en périphérie des villes, qui sont au niveau accessibilité un peu moins bons et qui sont peut-être trop grands aussi par rapport à la ferveur qu'on peut avoir. Et on a des cas et des cas en France sur des nouveaux stades qui ne satisfont pas forcément. Je sais de quoi je parle en tant que supporter des Girondins, hein, ce putain de Batmut. Va falloir en parler quand même un jour. Bref. Passons à la journée suivante, le samedi, directement. On va enchaîner sur ce Nantes-Lille. Attention à ce FC Nantes qui a désormais 3 petits points d'avance sur le Havre barragiste. Ce FC Nantes est 14e. Ce FC Nantes va se faire peur sur cette fin de saison parce qu'ils ont perdu encore une fois à domicile contre Strasbourg. Deuxième défaite consécutive pour les Nantais après la défaite à Marseille la semaine d'avant. Lille va jouer son match de Ligue des Champions ce soir au moment où on tourne cette vidéo. Ou vous nous écoutez en podcast aussi. J'en profite comme ça pour le placer. On est dispo sur Spotify maintenant, voilà, vous pouvez les retrouver en podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez envie de nous écouter pendant que votre running, pendant que vous conduisez par exemple, faites attention sur la route. Et ça a un gros point positif de nous écouter en podcast, c'est que vous voyez pas nos grosses gueules. C'est quand même un atout majeur de vente de ce podcast. Pardon, on va reprendre du coup sur Lille qui joue ce soir en Ligue des Champions, donc on n'a pas vu le match retour contre Dortmund. Je reste convaincu que Lille peut se qualifier et peut passer ce Borussia Dortmund et aller s'offrir le premier quart de finale Ligue des Champions de son histoire. Par contre, je vois bien Nantes faire le coup, parce que je trouve que c'est très FC Nantes d'aller chercher cette victoire à domicile qu'il faut pour se mettre un peu plus à l'abri du maintien contre un adversaire qui aura joué la Ligue des Champions cette semaine. Je sais pas pourquoi, mais la petite victoire, tu sais, un bon 2-1 du FC Nantes, qui va la chercher au forceps. Nantes, on sait, a pris des points contre les gros de ce championnat cette saison. Et surtout que le plan de jeu de Nantes est toujours aussi simple, hein. On reste bien derrière et on mise sur un contre. Contre les gros, ça peut marcher, hein, mine de rien. Lens a été tombé. Enfin voilà, Nantes est une équipe qui est capable face aux gros, voilà, d'embêter les gros, d'aller prendre des points. Contre Strasbourg, ça a été alors, match assez particulier parce que Strasbourg a eu le monopole de la possession, mais je les ai pas trouvés non plus très tranchants en attaque. Finalement, ils marquent sur leur seul tir cadré avec le Maréchal. Mais ce jeu nantais avec, moi, c'est toujours un avantage et un inconvénient. Alors Nicolas Palois, c'est un défenseur très dur sur l'homme qui a ses qualités, mais qui a surtout un énorme inconvénient, c'est sa lenteur. Ah oui, Tu es obligé, quand tu as une ligne de défense avec Nicolas Palois, tu sais très bien que tu vas pas avoir un bloc ah haut. oui, tu vas Tu vas pas avoir un pouvoir faire bloc 50 bas mètres de parce tes que buts. Hein. bah, ça revient dans les conditions. Voilà. Et mine de rien, mais contre des adversaires, ou en tout cas pour changer un peu ton style de jeu, et tu es un peu embêté. Et on va voir contre Lille. C'est un match aussi charnière pour Lille parce que s'ils veulent maîtriser la fin de saison, alors il y a ce match contre Dortmund, contre le pire Borussia Dortmund depuis au moins 10 ans. Faut que Lille soit, quoi qu'il arrive, indépendamment du match de Dortmund, capable d'enchaîner comme ils l'ont fait contre Montpellier. Ils n'ont pas été beaux contre Montpellier, loin de là, mais ils ont réussi à trouver la solution. Ils ont réussi à gagner. Et je les avais mis perdants et une match nul. C'est vrai qu'ils sont passés pas loin, mais ils ont gagné. Ça, c'est important. Ils sont à 2 points de Nice de 3e. Lille est 5e. 44 points pour les Lillois. Mais
Ouais, et Lille a monté sur certains matchs, je pense au match du Havre par exemple récemment, que parfois ils ont des soucis d'efficacité aussi dans la surface de réparation. Et que du coup, Nantes pourrait en bénéficier si Nantes n'a pas le ballon. Tu vois très bien le scénario de Lille qui domine, qui archi-domine avec peut-être 70% de possession de balle et qui n'arrive pas à marquer, quoi. Et je le vois bien ce truc-là. Voilà, je sais pas pour toi, si tu vois match nul, victoire, moi je vais mettre victoire. Ah, j'ai quand même allé sur la victoire de Lille, moi. Ok, Moi, j'allais les mettre sur la victoire de Lille. Je pense qu'ils peuvent avoir la maîtrise contre un adversaire qui est quand même assez faible. oui. Enfin, dans le sens, voilà, qui a un plan de jeu qui est toujours aussi simple, qui restera jusqu'à la fin de saison. Est-ce que ça, enfin, je pense que ça sera suffisant pour se maintenir, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour, en tout cas, l'FC Nantes ne pas s'offrir de belles frayeurs jusqu'à la fin de saison. Ça, je suis d'accord, je pense que Nantes se maintiendra, plus par la faiblesse des autres que par leur force, mais et par leur expérience aussi Souvent, hein. Oui, comme souvent, d'ailleurs. Enchaînons sur ce Angers Monaco. Monaco qui a perdu des points de manière assez bête la semaine dernière à Toulouse avec cette belle bourde de Mayeki. Ça, c'est quand même. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la Ligue 1 qu'on aime, ça, voilà. Mayeki qui pourtant fait une saison plutôt bonne. Là, pour le coup, c'est troué, malheureusement. Et quand un gars se trouve, souvent, ça fait but. C'est la dureté de ce poste-là. Et face à un SCO d'Angers qui n'avance plus trop, aucune victoire sur les 3 derniers matchs, un petit point pris sur 9 possibles sur les 3 dernières rencontres par le SCO d'Angers, nouvelle défaite à Brest ce week-end, 2 buts à 0, 6 buts encaissés en 2 matchs, 9 buts encaissés en 3 matchs par le SCO. Ça commence à être compliqué, mais Angers a quand même ce match-là de 6 points d'avance sur le Havre barragiste, 7 sur Saint-Etienne, donc il va falloir prendre des points pour éviter de se faire vraiment peur. Je les vois pas trop prendre des points contre Monaco quand même, parce que Monaco va devoir vraiment mettre la seconde s'ils veulent pas perdre les efforts faits en début de saison. Et il y a un petit manque de régularité ces derniers temps de la part de l'AS Monaco quand même. Oui, comme souvent, en fait, Oui, Monaco se complique la vie. C'est quand même assez fou de te dire, voilà, moi je le répète semaine après semaine, aujourd'hui, s'il y a on va dire, un concurrent, mais un dauphin établi au Paris Saint-Germain, ça devrait être Monaco. C'est quand même un scandale aujourd'hui de te dire que Monaco est encore loin d'avoir assuré sa place dans le top 4. Euh, je les ai trouvés contre Toulouse, encore une fois, assez suffisants en soi. Euh, Tu sens qu'il y a des qualités, tu sens qu'ils peuvent accélérer, faire mal, et finalement, tu fais pas assez mal à l'adversaire, il se fait punir par Franck Magri eh ben, qui qui en sont enchaîne les marque. Hein. buts. Voilà, la Dembélé-titude, voilà, il n'avait pas mis un pion depuis le début de saison, et là, il doit être, je crois, à 3 buts en 3 matchs, un truc comme ça. C'est ça. Donc voilà, ils se sont fait piéger. Mais c'est encore une fois, c'est typique de cette équipe de Monaco, que j'ai pas trouvé franchement transcendant contre Toulouse. Et qui a enfin franchement, je trouve, beaucoup de mal en ce moment, et la prolongation d'à 18 h. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à 18 h, a fait passer un cap à Monaco? Moi je trouve pas. Je trouve que enfin, il fait le travail comme avait fait Niko Kovac, comme avait fait Philippe Clement, mais en soi, tu pas on va dire, un step supérieur. Aujourd'hui, Monaco est encore très loin de pouvoir se dire: «Allez, on est vraiment le deuxième club de France». Aujourd'hui, Monaco, voilà, c'est un club qui oscille entre la deuxième, e 5e place, parce que ça peut arriver. Mais voilà, il y a Après, pas un grand Monaco, en tout cas. c'est compliqué parce qu'en fait, ils se mettent dans la merde tout seuls. Moi, je pense au match contre Lille. Erreur défensive, erreur individuelle. En fait, c'est une succession d'erreurs individuelles de joueurs qui sont différents chaque week-end. C'est jamais les mêmes joueurs chaque week-end qui font les boulettes. Et finalement, ça te coûte des buts. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, depuis le début février, ils gagnent contre Auxerre 4-2. Vous voyez à l'écran. Ils perdent contre Paris 4-1, mais ils sont bouffés. Contre Nantes, bah, c'est un Nantes qui est très très faible, qui est réduit à 10 qui plus est, là il gagne. Contre Lille, erreur individuelle, ça te coûte le match. Parce que derrière c'est Cajot, le deuxième but il est pas inadmissible, mais presque. Tu gagnes contre un stade de Reims, de toute façon tout le monde gagne contre le stade de Reims. Demain tu les mets contre le CC Foot, ils perdent le stade de Reims. Contre Toulouse, c'est la connerie de Maïki qui te coûte les points de la victoire. Alors tu marques pas avant, mais c'est pour ça que j'ai du mal à incriminer à 18 h qui certes pourrait faire peut-être passer un gros palier à cet AS Monaco là, mais en fait c'est surtout des erreurs individuelles de joueurs malheureusement qui coûtent des points à l'AS Monaco sur cette saison. Je vais quand même les mettre victorieux contre Angers. Parce qu'Angers en ce moment est un peu plus dans le dur et prend beaucoup de buts. Et Monaco est une équipe qui marque des buts. Mais on sait jamais. Je sais pas pour toi si tu vois toi match nul victoire de Monaco ou d'Angers. C'est nul. Match nul. C'est Ouais, nul pour moi. Je pense qu'ils peuvent être embêtés par une équipe angevine qui a de la ressource, qui les avait surpris au match aller. c'est vrai. Faut le rappeler.
et qui, je pense, est capable de bousculer une équipe de Monaco que je trouve quand même assez piteuse en ce moment. Et que c'est compliqué. Eh ben, on va enchaîner sur le Racing Club de Lens contre le Stade Rennais. On s'attendait pas à ce que Lens aille surprendre Marseille à domicile. J'avoue que je m'y attendais pas. Et ben, finalement, Lens l'a fait. Donc félicitations aux Lensois qui a surpris l'Olympique de Marseille. On reviendra sur la performance de l'Olympique de Marseille quand on parlera de Marseille. Lens qui met fin à 4 défaites consécutives en championnat et qui renoue enfin avec la victoire. Elle est importante cette victoire-là pour le Racing Club de Lens parce qu'elle permet de revenir à la 8ème place avec 36 points. C'est encore un peu loin de Lyon, mais pourquoi pas, sans faux pas sur la fin de saison, aller s'offrir pourquoi pas une qualification en Conference League. Euh, mais pour ça, bah, il va falloir battre le Stade Rennais. Un Stade Rennais qui est de mieux en mieux cette saison, je trouve, avec Habib Beye, qui montre quand même des choses intéressantes. Je trouvais que la défaite 4-1 contre Paris est un peu trompe-l'œil et quand même cher payé par Rennes, qui a quand même montré de très très belles choses, avec un arbitrage qui a quand même posé question contre le PSG. Mais ça, malheureusement, depuis quelques semaines, l'arbitrage pose question. Mais ouais, je les ai trouvés un peu mieux et je me dis pourquoi pas, ils peuvent faire quelque chose contre Lens, mais c'est un match qui va être intéressant à regarder quand même. Et duel on va dire, côté rennais, s'offrir définitivement, voilà, s'offrir de l'air dans la course au maintien et définitivement, voilà, être écarté de cette course. Et Lens, qui c'est en fait, la victoire, elle est hyper importante parce qu'elle te permet d'aborder ce sprint final avec, au moins des prétentions de te dire: «Tu peux aller accrocher une place européenne» parce que tu aurais perdu contre Marseille. Ouais, c'était Tu peux marrant. te dire: «Ouais, en fait, tu vas finir, doucement mais sûrement dans le ventre mou» et malgré ça aurait été mérité par rapport à, on va dire les mercato lensois où ils se sont plus saignés qu'autre chose. Mais voilà, cette victoire a fait du bien et surtout tu as retrouvé quelques valeurs, cette combativité et je trouve le plan de Lens quasiment parfait, un bloc solide en place et des transitions, voilà, alors le but il intervient à la 90e mais ça m'aurait pas choqué que Lens ouvre le score avant, donc ils ont fait le match parfait, il va falloir s'appuyer, retrouver cette solidité défensive qui sera très utile vu le calendrier. Et puis voilà, mais ce Lens-là, en fait, il est assez compliqué. Lens, depuis le début de saison, moi, je sais pas si tu as cette impression, mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours été entre la 5e, la 9e Ouais. place. C'est toujours dans le haut, mais tu te dis pas, ah, allez, pourquoi pas accrocher quelque chose. Et tu sais, ça fait vraiment un outsider. S'ils accrochent une place européenne, franchement, ça serait une très bonne saison pour Lens par rapport au contexte et tout ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, déjà, il n'y a pas eu d'accident industriel comme, par exemple, aurait pu avoir Rennes, enfin, eu Rennes et à jouer le maintien. Voilà, mais il faut que ce Lens retrouve de la solidité. Je trouve que défensivement, il y a quand même des bonnes choses, à retenir de ce match parce que contre Le Havre, c'était franchement cata. Oui. Je me dis que peut-être cette défense à 3, voilà, peut finalement être solide, être un système, même si pour moi, il leur manque toujours un numéro 9, un mec qui voilà, qui remplace Openda en soi. Ça, je suis d'accord avec toi sur cette analyse du RC Lens. C'est quand tu vois la fin de saison, ça va jouer Rennes, ça va jouer des candidats aussi à l'Europe. Il y a Lille, Lyon, Monaco notamment. Il y a des candidats au maintien, Reims, Saint-Etienne. Il y a des Brest, Auxerre et Toulouse. Bah, en fonction de ce qu'ils ont à jouer, on ne sait pas s'ils auront encore des choses à jouer quand Lens va les rencontrer. Ça peut être un calendrier un peu compliqué pour les Lensois. Et pour ce week-end contre Rennes, moi je sais pas, j'avoue que je sais pas. Quand je sais pas, je fous le match nul, hein. De toute façon, il en faut bien, hein. Parce que j'avoue que ces deux équipes-là, en fait, se ressemblent et sont différentes à la fois. Je sais pas trop quoi mettre pour ce week-end. Rennes Ouais, est en reconstruction et prépare déjà la saison prochaine, très clairement, en intégrant les recrues d'hiver. Alors, là, il y a eu récemment Tony Rouault qui est revenu dans le groupe après une blessure. Tu as quand même des certitudes qui commencent à se dégager. Je pense à Jérémy Jacquet ouais, qui rend bon. qui monte en puissance. Ouais, donc voilà, moi pour moi, Rennes, ils sont déjà en préparation de la saison prochaine. Maintenant, je pense que s'ils peuvent terminer, beaucoup plus haut que cette 12e place, ils vont pas s'en priver. Ils ne joueront pas l'Europe l'année prochaine, ça on le sait. Maintenant, s'ils font 10e par rapport à ce qu'on a vu de toute la saison, ça serait pas choquant, donc ah, va falloir que c'est un match assez compliqué, moi je trouve entre 2, enfin on va dire outsiders non parce que Rennes n'y est plus, mais 2 clubs qui sont à peu près du même niveau. Moi je vais aller quand même sur une victoire de Lens, la belle cote, mais ça va être un match assez intense et je pense que ce sera un match à but. Je pense que ça peut Ça être un te match à but ça te aussi. terminera sur un 0-0.
C'est donc la théorie, dès que tu m'en dis un truc, il se passait le contraire. Côté Rennais, j'ai quand même des interrogations sur Seko Fofana. Il va falloir qu'il en montre plus au vu du prix et du salaire du transfert, malheureusement. On verra ça sur la suite de la saison et on fera peut-être le bilan à la fin. Lyon reçoit Le Havre. Attention, Le Havre et l'Olympique Lyonnais, deux dynamiques différentes, deux équipes qui ont des objectifs différents et deux équipes qui vont devoir prendre des points rapidement dans cette Ligue 1. Pourquoi? Parce que l'Olympique Lyonnais est à la lutte pour l'Europe, 6ème du championnat, 42 points, 4 points de retard sur Nice, 3ème, donc Lyon peut encore rêver de Ligue des Champions. Mais Lyon va devoir faire attention derrière, puisqu'il y a Strasbourg à seulement 2 petits points. Et Le Havre est 16ème, barragiste, 21 points, à 1 point de retard sur Reims, 15ème, à 1 point d'avance sur Saint-Etienne, 17ème. Donc vous avez compris que la course au maintien est extrêmement serrée. Le Havre, je trouve que le match nul contre Saint-Etienne est quand même plutôt bien payé au vu de la physionomie de la rencontre. Ils auraient pu perdre, ça m'aurait pas étonné. Lens, ils ont gagné, c'était victoire importante. Est-ce qu'ils peuvent faire le coup à Lyon? Je sais pas. Ils ont un match important contre Nantes aussi la semaine prochaine et un déplacement à Montpellier. Ils ont 3 journées qui sont capitales, dont 2 contre des adversaires directs pour le maintien. Lyon, de son côté, reste sur 2 victoires consécutives, reste sur 4 victoires en 5 matchs. Seule défaite, c'est contre le PSG 3-2. C'est quand même, on va dire, la fameuse défaite encourageante. Et surtout, Lyon va jouer Strasbourg la semaine d'après. Donc en fait, il y a un candidat pour le maintien et après 2 candidats directs avec Strasbourg et Lille. Ça va être 3 semaines pour les deux équipes qui vont être ultra importantes sur ce match-là. Je vais quand même mettre une pièce sur Lyon à domicile, je pense, qui a quand même plus de certitude que les Havrais. Mais il faut pas sous-estimer les Havrais qui peuvent aller embêter ces équipes-là du top 6. Ah, moi, je vais les mettre sur un match nul. Parce que je trouve que le Havre a fait un bon mercato d'hiver et ça se voit, il y a un regain d'énergie. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour se maintenir? C'est une autre question, mais je trouve qu'ils ont fait un mercato d'hiver qui a un petit peu corrigé certains défauts. Contre Saint-Etienne, je ne les ai pas franchement trouvés mauvais. Et je trouve que c'est même eux qui font la belle opération du match parce que tu t'évites une défaite qui t'aurait renvoyé vraiment Match de la peur, hein. dans le dur. Donc, tu prends un point, tu prends en plus un point sur Reims. Moi, je vois le Havre capable d'aller prendre un lien, d'aller grignoter parce que je reste persuadé que la sanction de Paulo Fonseca va avoir un impact, mine de rien. Pour l'instant, tu as cet effet de révolte, mais il va se dissiper dans le temps. Donc voilà, moi je vois une équipe lyonnaise embêtée par un bloc avré et tenue en échec, tenue au respect en tout cas par les hommes de Didier Digard. Il y a quelque chose à faire pour le Havre sur cette fin de saison. Il y a des équipes qui font peur. C'est une parfaite transition. Surtout que Vas-y. l'horizon, on va dire, pour notamment Le Havre et Saint-Etienne, c'est que en prenant quand même très peu de points, ils profitent de la panne sèche de Reims et dans une moindre mesure d'un Nantes qui, mine de rien, n'est pas écarté de cette course au maintien. Et donc, ils ont quand même l'horizon de se maintenir directement. Et ça joue quand même un petit peu parce que si tu te bats pour une match de barrage, en soi, tu joues un match pour ne pas tout perdre en soi. Là, tu te dis, voilà, Montpellier, on ne sait jamais, hein, peut-être ce week-end va gagner et donc relancera cette course. Mais tu te dis que pour Le Havre et Saint-Etienne, mine de rien, bah, Le Havre, il prend un point sur Reims. Et tu te dis qu'il y a peut-être moyen voilà, d'aller accrocher une place, d'aller grappiller une place, et cette place, elle sera salvatrice. Ah, mais celui qui gagne un match là, parmi le Nantes, Reims, Havre, Saint-Etienne, allez, Montpellier, on va les intégrer quand même dedans. Où il va mettre la pression sur les autres. Et en parlant de pression, Montpellier-Saint-Etienne. Le deuxième round du calendrier stéphanois, capital dans la lutte pour le maintien. Mais alors Saint-Etienne n'a plus gagné depuis la 16e journée, depuis le 4 janvier 2025, c'était contre Reims. Depuis, Saint-Etienne n'a pris que 4 petits points en quasiment 10 journées, presque. Et il y a un déplacement très très périlleux à Montpellier ce week-end. Montpellier qui n'avance plus, hein, de toute façon. Montpellier reste sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites consécutives. Et surtout, un but marqué lors de ces 6 rencontres. Donc là, Montpellier, c'est la panne offensive complète. Mais la pression, je pense qu'elle est sur Saint-Etienne ce week-end à Montpellier, puisque, entre guillemets, j'ai l'impression que Montpellier a plus rien à perdre. Ils ont déjà 6 points de retard sur le Havre, donc ça commence à faire beaucoup. Quand tu sais que personne n'avance, 6 points, c'est long à prendre. Faut prendre 6 points en 10 journées. J'ai du mal à y croire pour Montpellier, donc voilà. Mais la pression elle est sur Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne ne doit pas perdre. Saint-Etienne ne doit limite même pas faire match nul, parce que Saint-Etienne doit prendre des points, doit avancer. Je les trouve mal payés contre Le Havre la semaine dernière, parce que ils ont fait une excellente entame de match, un très bon premier quart d'heure. Ils ont ce but annulé sur hors-jeu de Cardona, c'est vraiment dommage. Mais voilà, Saint-Etienne continue à prendre des buts, Saint-Etienne continue à concéder des pénaux, quoi. Je veux dire, t'as pris 57 buts, t'as pris 14 pénaltys. À un moment donné, t'as quasiment autant de pénaltys que de défaites cette saison, quoi. 15 défaites, 14 pénaltys concédés.
Attention Saint-Etienne, parce que là, ce match-là, sachant que t'as pas gagné un match à l'extérieur de la saison, t'as pris que 3 points à l'extérieur cette saison, c'est 3 matchs nuls, déplace de manière très périlleuse à Montpellier, je trouve, et je le répète, Saint-Etienne est l'équipe qui a le plus à perdre ce week-end. C'est le match de la dernière chance pour Montpellier, hein. Oui, Très aussi. clairement, ils ressortent avec ce match avec une défaite. Voilà, c'est la Ligue 2 qui se rapprocherait immédiatement. C'est le match de l'espoir et je pense que Jean-Luc Gasset, il s'est très très bien joué sur les ressorts voilà, qu'il faut mettre pour aborder ce match. Et pour moi, en fait, autant contre le Havre, Saint-Etienne avait quelque chose à gagner parce que là, franchement, tu pouvais un petit peu écarter ton concurrent direct. Là, très clairement, Surtout à tu as un perdre. match à ne pas perdre parce que tu perds contre Montpellier. Là, derrière, ça va devenir très très compliqué et tu ressors de cet enchaînement, on va dire, fatidique de la course au maintien avec un point sur 6. Ça n'avance pas, mais un point sur 6 sur ces deux confrontations directes, ça pourrait peser très 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 lourd à la fin de saison. Et plus les semaines avancent, plus j'ai l'impression que Saint-Etienne est de plus en plus nerveux. Ouais. Un manque de maîtrise, je trouve un manque de patience qui est assez criant. Et voilà, Eric Orneland, il a de belles idées, mais je pense que cet effectif n'est pas adapté. Et que bah, semaine après semaine, en fait, il ne peut constater les limites de cet effectif qui a été mal pensé pour se maintenir en Ligue 1. Ouais. Et j'ai l'impression que ouais, Saint-Etienne commence à perdre patience et je sais pas à quel point ils peuvent résister à cette pression-là, parce que là, c'est la pression de la peur en fait. C'est pas la bonne pression que t'as. Parce que c'est une pression où tu vas jouer contre un mec qui a rien à perdre, contre un adversaire qui est direct et qui, s'il gagne, bah, t'enfonce avec lui, on va dire, parce que bah, en fonction des résultats des autres, ça pourrait coûter cher. Et quand tu vois la fin de saison de Saint-Etienne, en fait, bah, après la réception à Montpellier, enfin après le déplacement à Montpellier, tu reçois le PSG. Je pense que c'est pas le match que tu coches pour prendre les 3 points contre Paria. Tu vas à Lens, qui, bah, en fonction, si Lens retrouve une forme, attention, tu reçois Brest, tu reçois Lyon, tu vas à Strasbourg, tu reçois Monaco, tu vas à Reims, qui pourrait être un match. Alors en fonction dynamique, on ne sait pas ce qui va se passer le 11 mai prochain à Reims. Il pourrait être mais tellement coupe-gorge ce match-là et tu reçois Toulouse. Donc le calendrier, il est pas simple pour Saint-Etienne. C'est un de tes derniers adversaires directs pour le maintien sur lequel il va falloir que tu prennes des points, et sachant que tu n'as pas gagné un match à l'extérieur cette saison, quoi. On est à la 26e journée, Saint-Etienne n'a gagné aucun match hors de ses bases cette saison. Attention, j'ai mis peur de pronostiquer une victoire de Saint-Etienne. Je vais quand même les mettre, parce que Montpellier, je les trouve Je vais vraiment... mettre victoire de Montpellier. Oula, ça y est. Oh, là, Je vais mettre tu me victoire du de sang, Montpellier. toi. Le ressort de Jean-Louis Gasset. Ah oui, moi je veux une victoire de Montpellier. Je sais pas, je sens que l'effet Jean-Louis, en tout cas sur ce type de match, Jean-Louis Gasset est capable de trouver une ressource pour remporter ce match. Il sera pas beau, certainement. Ouais, ce sera pas la Oui. plus belle victoire de l'histoire, mais je pense que Montpellier est capable d'aller ressortir les 3 points, de se relancer dans cette course au maintien qui ne peut être que folle dans cette fin de saison. Et j'ai une stat pour vous sur Montpellier qui était sortie par DAZN ce week-end avant le match contre Lille. Elle est terrible, c'est la stat assassine, juste pour... voilà. TJ Savanier, c'était avant le match contre Montpellier, j'ai pas mis à jour la stat. 245 passes ratées pour TJ Savanier cette saison, le pire joueur de Ligue 1 dans cet exercice. 0 clean sheet pour Benjamin Lecomte, le pire bilan en Europe. Et Andy Dehors, c'est 0 but marqué, 100% de défaite avec Montpellier depuis son retour. Et les stats sont terribles. C'est vraiment, les stats, elles sont là pour abattre. C'est quand même terrible. Mais alors pour Montpellier, il va falloir retrouver l'efficacité offensive parce que bah, t'as marqué un but en 7 matchs, quoi. Donc va falloir trouver. C'était contre Lyon sur cette défaite 4-1. Donc attention pour Montpellier, ça va être un match qui va être ultra important à suivre. N'hésitez pas, supporters Montpellier et Stéphano, à nous partager votre avis. J'imagine que la semaine doit être longue en attendant cette rencontre-là. On va enchaîner sur une autre équipe qui n'avance absolument pas, c'est le Stade de Reims qui se déplace du côté du Stade brestois. Brest a retrouvé le chemin de la victoire. Après 4 matchs sans victoire, Brest a gagné contre Angers ce week-end 2 buts à 0. Est-ce que Brest a quelque chose à jouer dans cette fin de saison? Pourquoi pas? Ils sont qu'à 4 points de Strasbourg, à 6 de Lyon. Donc on se dit pourquoi pas, si tu arrives à enchaîner une belle série, pourquoi pas essayer d'aller espérer accrocher quelque chose en Europe. Mais bon, Reims, c'est la chute inexorable. C'est un nouveau match sans victoire. C'est surtout, au-delà de ne pas gagner, c'est surtout la 6e défaite consécutive du Stade de Reims. Et ça commence à peser lourd, très très lourd, quand tu vois la fin de saison approcher par Reims. T'as encore Marseille, que t'as encore Lille, t'as encore Nice à jouer, t'as encore Saint-Etienne, t'as encore Montpellier, t'as encore Strasbourg. Ouh là là, la fin de saison du Stade de Reims, ça commence à avoir la pression. Et surtout, bah, ça commence à sortir. Il y a beaucoup de choses à Reims qui commencent à sortir. Et les joueurs
et sont un peu remis en question en termes de prépa d'avant-match, de entre guillemets ce qu'ils mangent, ce qu'ils prennent. Le sérieux de l'effectif rémois est vraiment remis en question. Il n'y a pas de cadre. Le départ d'Abdelhamid finalement a fait mal à Abdelhamid parce qu'à Saint-Etienne c'est compliqué, a fait mal au Stade de Reims parce que tu n'as plus aucun cadre dans ce vestiaire pour tenir ce vestiaire-là. Et à ce qui paraît, le staff médical n'est pas seulement à remettre en question dans les performances du Stade de Reims, mais là, je vois mal comment ils peuvent se relever. Je les vois encore pas gagner ce week-end, quoi. Mais je vois pas contre qui ils peuvent gagner un match, en fait, ce Stade de Reims-là, moi, perso. Et semaine après semaine, c'est une décrépitude. Ouais. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Il y a un néant absolu qui dégage de cette équipe. Les joueurs sont liquéfiés, alors que tu es censé avoir de très bons joueurs. En soi, tu ne reconnais plus ce Reims. Et moi, je pense que cette série va se prolonger. C'est-à-dire que contre Brest, je vois pas comment Reims peut retourner. Tu as l'effet Coupe de France qui est. Oui, Mais c'est tu vrai. sais, ça me rappelle un peu. Ça me rappelle Guingamp à la Coupe de la Ligue. Ils avaient fait un Oui, super hyper épopée jusqu'à la finale. mais il Et ils avaient descend. vécu une saison Ouais. apocalyptique en Ligue 1. J'ai l'impression que c'est ça à Reims. Tu as une dynamique en Coupe de France, mais tu n'arrives pas à la matérialiser en championnat. Et encore une fois, je les trouve mais d'un niveau mais Abyssal. absolument affreux. Ah ouais, c'est horrible. Et c'est quand même très très inquiétant. Contre Auxerre, ils se sont fait vite dépasser. Tu as l'impression qu'en fait, derrière, tu as un manque d'efficacité, certes, mais l'impression que dès que l'adversaire accélère, en fait, il y a but. Oui. Euh, et ça devient vraiment très très problématique. Et pour moi, je le répète semaine après semaine, si Reims va aller en Ligue 2, qui continue de maintenir Samba Diawara, qui n'est pas adapté à ce moment-là de la saison. Et je pense que Reims aurait dû prendre un numéro 1. Je pense qu'ils iront au bout de leur conviction. Peut-être qu'ils iront en Ligue 2 à cause de ça. Je pense qu'on va faire le bilan de Caillou aussi à un moment donné. Je pense qu'en fin de saison, on va le tirer parce que là, cette saison, il nous a montré l'ensemble de ce qu'il ne faut pas faire pour être président. Parce que entre sa communication, ses focus, on va dire, qui sont pas forcément sur son effectif. À Reims, il y aura beaucoup de bilans malheureusement à tirer et la saison elle peut faire très très mal en fonction du résultat et ça peut faire peur sur la suite. On verra ce qui va se passer du côté du Stade de Reims, mais alors là, waouh, ça fait très très peur. Par contre, d'équipes qui font un peu moins peur, qui font peur mais sur le terrain, mais pour des bonnes choses, c'est Strasbourg qui reçoit Toulouse. Strasbourg-Toulouse, bah, c'est un bon petit match que j'ai bien envie de voir. Strasbourg enchaîne. Strasbourg ne perd plus. Strasbourg a enchaîné un 5e match sans défaite, une 4e victoire en 5 matchs. Des victoires minimalistes, 2-0 contre Montpellier, 2-0 contre Lens, 0-0 contre Brest, 1-0 à Auxerre et 1-0 à Nantes. Strasbourg ne prend pas de but, ça c'est important, 5e clean sheet consécutif pour les Strasbourgeois. Des points importants dans cette course à l'Europe. Un Dylan Bakwa toujours aussi décisif face à eux, un Toulouse qui enchaîne une troisième match sans défaite. Un peu miraculeux à Monaco entre guillemets avec ce but marqué, mais Toulouse voilà, s'offre une fin de saison sympathique. Toulouse est 10e du championnat avec 34 points. Est-ce que Toulouse peut rêver mieux? Je ne sais pas, mais Toulouse en tout cas montre un beau visage dans cette fin de saison. Et Strasbourg aussi, donc c'est un match que j'ai bien envie de voir et ça va être un match sympathique, je pense. Oui, c'est un match de prétendants, je trouve, d'outsiders aux places européennes. Deux équipes qui jouent plutôt bien. Voilà, moi j'ai envie d'assister à ce match, notamment Strasbourg, que je trouve de plus en plus mature. Ouais, Ils sont passés de ce côté feu follet à un côté peut-être plus pragmatique, ou en tout cas plus cérébral. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je veux voir si Strasbourg est capable d'aller accrocher une place européenne, qui serait vraiment une validation du travail qui, faut le dire, est quand même très bon depuis le début de saison de la part de Liam Rosenior. exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu les vois gagner à Toulouse? Ah, moi j'allais s'arrêter en Strasbourg. Victor Je pense qu'ils Strasbourg. sont capables d'enchaîner et voilà, d'aller chercher cette place européenne. Le Classico, dimanche, c'est ça le match le plus important de la journée. Le PSG reçoit l'Olympique de Marseille. Je le répète, une analyse du match complet du Paris Saint-Germain contre Liverpool a été faite sur cette chaîne. Vous pouvez la retrouver, elle est sortie hier. Ça me fait plaisir. Le PSG qui reçoit l'Olympique de Marseille qui s'est fait piéger à Lens. L'OM compte 6 défaites après 25 matchs de Ligue 1 cette saison, soit autant que l'exercice précédent à ce stade dans l'élite de la compétition. Bon, c'est pas la même saison que la saison dernière pour Marseille, il faut le dire, parce que la saison dernière a quand même été assez spéciale. Le PSG est en pleine confiance. Alors le PSG sort d'un match éprouvant à Liverpool qu'ils ont gagné, qu'ils ont maîtrisé, mais qui va laisser quand même quelques marques, je pense, parce que d'aller jusqu'au penalty à Anfield avec l'intensité qu'il y a eu, voilà. Le PSG a quand même l'effectif de quoi faire tourner un petit peu pour aller jouer en Ligue 1. Ils reçoivent un Marseille. Ils ont
étrié à l'aller. 3-0, c'était net et sans bavure. Même si c'est classico, même si Olympique de Marseille peut se transformer dans ce genre de match, je vois toujours le PSG au-dessus. Hein. PSG reste au-dessus en Ligue 1, invaincu. Je pense que c'est la saison pour rester invaincu en Ligue 1. Et par contre, pour Marseille, ouais, faut quand même prendre des points parce que Nice pourrait revenir et passer devant en fonction. Il va falloir assurer la différence de but. Il va pas falloir trop en prendre si Marseille perd ce match. Mais ouais, honnêtement, je m'attends à un beau classico. J'espère qu'en fait, enfin Marseille va vouloir jouer, qu'il n'y aura pas d'incident, carton rouge ou quelque Oui, chose aussi, qui dénaturerait ce on match. espère. Là. Que ça soit un vrai beau match à 11 contre 11 et puis voilà, un vrai duel, un vrai sommet, qu'on a trop vu rarement cette saison. Donc voilà, moi j'espère déjà ce type de match. Est-ce que Marseille peut embêter PSG? Ça dépend de quel type du PSG. Si c'est le PSG époustouflant qu'on a vu sur la double confrontation contre Liverpool, j'ai quand même du mal. Si c'est un PSG peut-être en dedans parce que il y a une débauche d'énergie assez folle contre Liverpool, que ce soit physique et mental, oui. Mais pour cela, Marseille va devoir retrouver de la solidité, retrouver un petit peu ses valeurs qu'ils ont perdues depuis quelques matchs. Moi, je Il les y a eu trouve, l'accident à Auxerre, mais qui s'est... je les trouve très bons sur la première mi-temps à Lens. Je trouve que c'est l'une des meilleures premières mi-temps de la saison de l'Olympique de Marseille, paradoxalement, contre le Racing Club de Lens. Ah, mais il marque pas. C'est le problème. C'est ça le souci. Et contre un PSG, il va falloir être hyper efficace. Moi, je pense que ce Marseille est capable d'embêter le PSG. Est-ce qu'ils sont capables d'aller faire match nul ou l'emporter? J'ai un peu de mal, donc c'est pour ça que je vais aller sur la victoire du PSG. Mais je m'attends à un choc. Euh, un beau choc entre deux entraîneurs qui ont quand même un style de jeu bien affirmé, porté vers l'avant. Et ça risque d'être assez intéressant. Maintenant, je m'attends aussi que le PSG fasse un peu tourner, donc c'est pour ça que ça me fait, voilà, ça me fait un peu peur que ce soit un match un peu tronqué, qu'il se passe un événement, je sais pas, une bêtise, un penalty dès la 4e minute pour le PSG et hop, emballé derrière, Ah, mais on une en a contre et marre. c'est Tous terminé. les classicos, ils se ressemblent. Hein. C'est chiant. Voilà. Moi, je m'attends à, voilà, j'aimerais bien un sommet, un vrai match et enfin qu'on puisse juger niveau de l'OM pour savoir que si oui, l'OM ferait un beau dauphin. Pour l'instant, de ce que j'ai vu depuis le début de saison, je dirais que c'est l'équipe qui répond le plus. Maintenant, voilà, c'est ce genre de match que Marseille doit gagner, ou en tout cas doit sortir une grosse prestation pour valider le travail entrepris depuis cet été qui a été quand même assez titanesque, comme tu l'as rappelé. Je suis assez d'accord. Et ouais, non, mais je trouve que c'est un beau duel en perspective. Ça peut être un très très beau match. Encore une fois, il faut pas qu'il y ait d'aléas dans ce match-là, que ce soit un carton rouge, un péno, un truc. Après, voilà, c'est le foot, hein, qu'il y ait des rouges, des pénaux, à un moment donné. Ah, mais j'espère qu'on aura un match, ouais, 11 contre 11, avec deux beaux styles. Oui, avoir la compo de Paris aussi, si Luis Enrique fait tourner. Mais quand tu dis fait tourner, c'est qu'il peut te mettre un désiré doué d'entrée parce qu'il est rentré contre Liverpool, il a été très bon, mais là il pourrait commencer contre Marseille. C'est de mettre un Kanguini peut-être qui a du rythme. Avoir l'état physique aussi du milieu de terrain, que ce soit Joe Neves, soit Vitinha, soit Fabian Ruiz, qui ont beaucoup couru, qui ont beaucoup donné. T'as un Zaire Emery qui est rentré en cours de jeu contre Liverpool, qui pourrait commencer le match aussi. Donc, en fait, t'as une ressource sur le banc qui, par rapport à la Ligue 1, est supérieure pour le PSG. Et le PSG a toujours cette faculté, dans ces gros matchs-là, on l'a vu contre Monaco, on l'a vu contre Lyon, on l'a vu contre Marseille à l'aller, à hausser son niveau, on l'a vu contre Lille aussi, à hausser son niveau de jeu pour étouffer l'équipe qui s'affronte quand on parle d'un sommet en Ligue 1, et de tuer le match assez rapidement. Donc on va voir ça. J'espère que Marseille va faire le travail, surtout que Marseille est très très bon à l'extérieur cette saison. C'est une des meilleures équipes à l'extérieur. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est le classement première mi-temps de ces matchs-là, parce qu'on sait que le PSG peut faire des très très grosses premières périodes, étouffer vraiment, et que Marseille a un peu plus de mal sur ses premières mi-temps. Marseille finit mieux ses matchs qu'il ne les commence, donc il va falloir voir aussi ce qui pourrait se passer. Vous voyez, 29 buts marqués par le PSG en première mi-temps, 7 encaissés, Marseille en a pris 13 et en a marqué 18, donc ça peut être un bon petit match. Et je vais quand même rester sur la victoire de PSG pour ma conclusion. Voilà, et je te suis sur ça aussi, Ouais, je vais te suivre aussi. pour cette victoire Je vais te suivre du aussi parce que PSG. je Ouais. vois pas, voilà, du mal à voir Marseille faire un coup au parc. Après, Ça voilà, on serait n'est beau, pas à hein. l'abri de rien, Oui. mais qui sortent une grosse prestation, voilà, qui sortent une grosse prestation. Qui valide un petit peu parce que oui, les 3 derniers matchs sont quand même assez timorés, même contre Nantes, je les ai pas trouvés franchement flamboyants. Très patients, ils ont réussi à marquer, mais c'était franchement pas flamboyant. Je suis d'accord avec ça. Et contre Nantes, c'est plus Nantes qui s'écroule en seconde mi-temps, j'ai l'impression. Mais oui, il faut que Marseille retrouve cet talent. Après, Marseille prend quand même des points. Sachant que là, t'as Nice qui potentiellement peut gagner. Parce que Nice joue contre Auxerre, c'est pas déconnant de croire que Nice peut gagner.
termine l'égalité, ça peut donner une fin de saison assez explosive. Et pour Marseille, la fin de saison, le programme après le PSG, c'est un déplacement à Reims. Quand tu vois la gueule de Reims, je pense que normalement tu dois aller prendre les points. Toulouse, en fonction, bon, aura peut-être pas forcément quelque chose à jouer, mais après t'as Monaco, t'as Montpellier, t'as Brest, t'as Lille, t'as Le Havre et t'as Rennes. Donc c'est des clubs qui ont moins des choses à jouer. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour la conclusion de cette semaine de Ligue 1. Vous pouvez vous abonner. Il y a des vidéos rugby à retrouver sur la chaîne par rapport aux 6 nations et au top 14. Il y a des vidéos Ligue des Champions, je l'ai dit, le du PSG. Vous pouvez les retrouver en podcast sur Spotify. Vous pouvez les retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Peut-être qu'un jour on prendra les live Twitch, je vous le promets. On essaie de trouver les dates. Normalement avec Jean on devrait se libérer, on devrait suivre quelques matchs en plus sur Twitch pour la fin de saison. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine, un très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.